Est-ce que tu peux tout simplement te présenter, donc les formations que tu as fait, ton parcours professionnel, voilà. Alors, je m'appelle Charles Marignan et donc je suis un des associés salariés décisionnaires de Block and Roll, donc d'une SCOP. Mon parcours professionnel a été un des plus simples de tout le reste de mes associés, dans le sens où j'ai fait mon cursus scolaire en région parisienne, où j'ai arrêté étant jeune et de suite j'ai été dans un milieu sportif où là j'ai exercé différents métiers dans le cadre du sport et dans l'encadrement sportif de pleine nature, qui m'a permis de de passer des diplômes, de faire ces certifications diplômantes, entre guillemets, dans le cadre de la voile, du char à voile, tout d'abord en Bretagne. Ensuite, j'ai eu l'opportunité aussi de continuer à me former en exerçant différents métiers comme éducateur spé, avec un public en ordonnance 45 ou placé par l'ASE, et d'utiliser mes expériences professionnelles dans le cadre du sport. En encadrant autant l'escalade que le kayak, que de la randonnée, que le VTT. Donc du coup, j'ai eu ces certifications, ces diplômes d'État que j'ai pu passer en Aveyron. Alors moi, j'ai eu la chance de vraiment bouger un petit peu partout en France et de faire ces différents métiers. Et du coup, en arrivant à Toulouse, je me suis lancé dans l'escalade, parce que j'ai dû trouver du travail et retourner dans ce milieu social et éducatif où j'étais à Millau avant de venir à Toulouse, et j'ai continué à me former. J'ai passé un bac+2 en tant qu'éducateur spé, là vraiment je me suis formé et j'ai été sur un cursus scolaire entre guillemets et universitaire, et tout en travaillant pour des associations comme la SEI, des associations du Gers et tout ça. Je me suis retrouvé en licenciement économique, et du coup il a fallu que je rebondisse, et j'ai trouvé Solo Escalade à l'époque, qui a bien voulu faire confiance en moi, me faire confiance. Et du coup, j'ai continué à travailler dans le milieu du sport grâce à Solo Escalade au début, en arrivant à Toulouse. Et ensuite, après quelques années, avec les associés avec lesquels je travaille aujourd'hui, on a décidé de racheter les parts de Solo Escalade et de lancer la SCOP Block and Roll. Ok. Du coup, quelles sont les principales activités et les services proposés par l'entreprise de Block and Roll? Les principales activités sont l'école d'escalade. L'école d'escalade qui consiste à avoir un cours par semaine pour nos élèves, ça fait de 4 à 17 ans et demi, et les cours adultes aussi. Donc à raison d'un cours par semaine, étalé sur toute l'année, de septembre à juin. Donc ça équivaut à une trentaine de cours sur l'année. L'autre activité est l'encadrement des anniversaires. Donc on a la possibilité d'être intervenant aussi sur des activités comme les anniversaires, et notamment pendant les périodes de vacances, où là on a un autre fonctionnement, nos plannings évoluent, et on met des stages en place aussi, à raison de 3 jours par semaine sur les 2 semaines de vacances scolaires. Et on a des stages comme ça qu'on met en place justement sur les périodes de vacances scolaires. On a des cours particuliers aussi qu'on propose à l'année. Et après, on est aussi sollicité par les communautés de communes, enfin les MJC, les mairies ou les écoles qui viennent aussi profiter de notre salle. Les clubs notamment? Et les clubs aussi, notamment les clubs de foot, les clubs aussi d'escalade, d'autres partenaires avec lesquels on travaille aussi. Ok. Mais du coup, quels sont les principaux clients et partenaires, on va dire, qui occupent le salle? Alors, les principaux clients sont les familles pour l'école d'escalade, sont aussi ceux qui viennent en libre, qui viennent profiter de l'escalade tous les jours ou quelques jours de la semaine. Les principaux partenaires sont
nos fournisseurs, entre guillemets, tout ce qui est petite restauration, buvette, et les professionnels de l'escalade, entre guillemets, les fabricants de matériel, avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années. Et comme je le disais tout à l'heure, les principaux partenaires sont les familles, les élèves de l'école d'escalade, ceux qui viennent aussi en stage pendant les périodes de vacances scolaires. Ok. Quelle est la place de votre entreprise sur le marché du sport et sur le secteur que vous occupez aujourd'hui? Alors la place de notre entreprise est une petite scope à Toulouse. Il faut savoir qu'il y a une dizaine de salles maintenant qui se sont ouvertes à Toulouse. On a la chance de ne pas avoir de concurrents directs, entre guillemets, puisque c'est un petit milieu et notre place est entre guillemets stabilisée dans le sens où on est un petit peu excentré de Toulouse Centre. Et on a une clientèle qui est plutôt basée sur Saint-Jean, l'Union, Bessières, le nord de Toulouse. Et donc du coup, on est, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu serein, dans le sens où on n'a pas de concurrent direct pour notre entreprise. Okay. Et du coup, au niveau, maintenant, on passe plus au niveau de l'entreprise. C'est quoi votre poste et c'est votre rôle dans la structure que vous occupez depuis votre arrivée? Alors depuis mon arrivée, mon rôle au sein de la structure est de faire de l'encadrement, donc encadrer les cours d'escalade que j'ai tout au long de l'année, de septembre à juin, comme je le disais tout à l'heure, à raison d'un cours par semaine, et aussi d'encadrer les adultes en cours sur l'année, de gérer aussi et d'encadrer les stages de vacances scolaires. Mon rôle aussi par rapport aux tâches qui nous sont tous allouées, dans le sens où on a tous des responsabilités qui sont plus ou moins différentes, c'est de maintenir un partenariat avec nos fournisseurs. Ça va de Métro, avec qui on est en relation directe pour aller faire le plein, pour le fonctionnement alimentaire, le fonctionnement sanitaire, de mettre des protocoles en place, dans le sens où je vais être responsable de la partie sanitaire, hygiène et affichage. Tout ce qui est affichage de sécurité, d'information. Après, il y a l'affichage obligatoire et ces choses-là. Je vais être aussi un des principaux intervenants aussi et décisionnaire, dans le sens où on est amené à statuer sur les décisions qu'on doit prendre tout au long de l'année pour faire évoluer l'entreprise. Voilà. Et je suis aussi un ouvreur aussi de blocs ou de voies pour alimenter et réagencer les murs d'escalade avec lesquels nous travaillons. Donc vous avez en gros plusieurs responsabilités dans plusieurs domaines différents de la structure. Tout à fait. Et dans la structure, vous avez quel type de contrat? Est-ce que vous avez un contrat en termes de CDI, ou est-ce que vous n'avez pas de contrat parce que vous êtes associé et vous êtes... Alors on a tous un contrat. On a tous un contrat. Il faut savoir qu'on est tous salariés associés, à part l'un d'entre nous qui est justement gérant de l'entreprise et qui n'a pas du tout les mêmes statuts, parce qu'il faut obligatoirement un gérant pour faire fonctionner le statut de la SCOP. Et on est tous sous contrat, donc salariés, en CDI. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que vous vous occupez ce poste de salarié associé dans la structure? Alors depuis 2017, on a repris la SCOP Block and Roll, et donc du coup 2017-2025. Voilà. Est-ce que ce poste il a évolué, ou ça a toujours été préparé en termes de soit de responsabilité, soit de charge de travail? Est-ce que ça a principalement toujours été la même chose, ou est-ce qu'il y a vraiment une évolution dans le poste entre 2017 et aujourd'hui? Alors, ça a approximativement été tout le temps la même chose. Les seules choses qui ont évolué, c'est les tâches administratives qu'on peut tous se partager les uns les autres. D'une année à une autre, on peut dire non, j'ai plus envie d'être le responsable sanitaire, par exemple. Je voudrais être le responsable de la communication. Et là, je ferai un autre métier, entre guillemets, dans mon métier.
mais ça évolue très peu dans le sens où nos responsabilités restent toujours les mêmes. On est tous partie prenante de l'entreprise et donc du coup on va tous intervenir sur la communication par exemple, les mails, la recherche de sponsors, la recherche de partenariats. Et donc, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution possibles en termes de promotion? Ça va être compliqué, vous êtes déjà associé, donc la partie au-dessus serait gérant, mais Oui. il n'y a pas mais est-ce qu'il y a une évolution possible sur des nouvelles responsabilités qui peuvent apparaître au fil des années, ça ne serait pas dispatché entre plusieurs? Est-ce qu'il y a une évolution dans le métier et dans le secteur qui est possible? Qui est possible ou envisageable, oui, je dirais. Dans le sens où on est amené à faire fructifier une entreprise. Donc ne pas l'amener à sa perte, mais au contraire de la faire promouvoir et de la faire subsister. Dans le sens où il y aurait une éventuelle revalorisation de poste pour ma part, ce serait, je dis une bêtise, hein, mais dans une forme de réflexion dans laquelle on peut être tout à chacun, c'est pourquoi pas créer une autre scope ailleurs, créer une autre scope block and roll, toujours sur le même thème de l'escalade, et pourquoi pas ouvrir une autre succursale et donc du coup avoir d'autres responsabilités et peut-être migrer ou gérer l'entreprise ou les deux entreprises de manière différente. Et donc là, d'embaucher, de ne plus être salarié, mais d'être vraiment gérant. Et éventuellement, ça peut être possible, ça peut se mettre en place. Alors, au niveau des conditions et des réalités du travail, c'est quoi les moyens humains qui sont à votre disposition pour réaliser tous vos objectifs, donc soit bénévoles, équipe de travail ou collaborateurs, et également les moyens matériels, donc les locaux, les équipements, les outils numériques, etc. Alors, nos moyens humains restent limités, entre guillemets, dans le sens où on va faire appel à des intervenants extérieurs, des personnes qui sont à leur compte, pour gérer les anniversaires, comme ça se fait depuis le début de l'année. Là. Avant, c'était nous qui gérions les anniversaires, plus nos tâches allouées toute l'année. Là, maintenant, on a décidé de changer les plannings parce qu'il y a deux personnes de l'équipe des associés qui ne travaillent plus du tout le samedi, par exemple, le samedi matin. Et donc, du coup, il a fallu revoir un petit peu notre fonctionnement et là, embaucher des intervenants extérieurs pour gérer notamment des cours, mais aussi des anniversaires ou des remplacements de personnes malades ou en congé paternité, maladie et ainsi de suite. Et au niveau du coup des moyens matériels? Et les moyens matériels restent les mêmes dans le sens où on a des locaux qui sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, après 25 ans d'ouverture de la salle, hein, non pas de la SCOP, mais 25 ans d'évolution. On a différents locaux qui sont amenés à évoluer en fonction des années, parce que depuis la création de la SCOP, on a décidé de réinvestir justement dans des travaux, dans les locaux, justement, pour réagencer et bénéficier d'un peu plus de place pour ranger notre matériel et ainsi de suite. Mais nos locaux restent les mêmes, notre façon de travailler reste la même, plus ou moins, avec une certaine évolution au niveau de la pénibilité du travail, du transport des prises, par exemple, ou du rangement des prises, par exemple. Mais en général, nos locaux restent les mêmes et on travaille toujours avec les mêmes locaux depuis un moment maintenant. Et c'est quoi vos horaires de travail au quotidien? Alors, dans le quotidien... Alors, dans le quotidien, c'est assez fixe. Moi, je vais commencer le travail, par exemple, pour une semaine de travail. Pour ma part, je vais être sur le mercredi 11h, admettons 11h30, pour faire une réunion qui va aller de 11h30 à 13h. À 13h30, entre 13h et 13h30, on a pause casse-croûte. Et 13h30, on attaque les cours jusqu'à 19h30. Voire 21h pour certains d'entre nous. Le jeudi matin, je vais être là à 11h, finir à 21h. Le vendredi, je vais faire 14h, 23h. Le samedi, je vais faire 8h30 à 13h. Ou alors quand je suis le week-end, je vais faire 8h30 le samedi, 19h. Et le dimanche, 10h, 19h. Et je serai en repos le lundi, le mardi. Voilà. J'ai pas compté, mais Ça fait journée quand même. Aujourd'hui, par exemple, pour les périodes de vacances, j'ai commencé mardi. Mardi, j'ai fait 10h, 23h.
sans compter la petite demi-heure pour la fermeture, fermer les locaux. Donc ça fait des journées de 13h30, 13h, 13h30, voire 14h des fois. Donc ça fait de belles journées, sans compter que en étant salarié associé, donc patron entre guillemets, on va aussi avoir des heures comme ça qu'on ne va pas compter parce que faut faire de l'administratif à la maison. Et, alors du coup, dans votre équipe, combien vous comptez de personnes votre équipe compte combien de personnes? Alors on est 5 salariés associés et 2 intervenants extérieurs. D'accord, donc ça fait Voilà. 7 en fait. Et ces personnes, quels sont leurs statuts en fait au quotidien? Ces personnes avec qui vous travaillez au quotidien, c'est quoi leur statut du coup? Alors, c'est pareil, c'est salarié associé. Tout à fait, tout à fait. On reste sur les mêmes statuts, à part le gérant qui lui chapeaute les AG, administrativement parlant et légalement parlant. Il faut qu'il y ait l'un d'entre nous qui soit gérant. Il faut savoir qu'on est amené chaque année à prendre des décisions. Et ces décisions, elles sont toutes votées par les salariés associés. Le gérant peut être amené aussi à changer de responsabilité, donc ne plus être gérant, être juste salarié associé. Et là, un autre d'entre nous va prendre la relève, et ainsi de suite. Chaque année, ça peut évoluer comme ça peut tourner. Ah non, on est tous... oui, on va rigoler avec monsieur le gérant, bien évidemment, mais on est tous à la même enseigne. Ok, d'accord. Du coup, quels sont selon vous les défis que vous pouvez avoir, les particularités qu'il y a d'avoir une gestion d'une équipe où vous avez des différents statuts, mais au final des statuts qui se ressemblent? Est-ce qu'il y a des particularités à la gestion de cette équipe? C'est une très bonne question. Effectivement, les défis sont de travailler ensemble. Le premier, je dirais, c'est d'arriver à travailler ensemble, ce qui nous a été très facile. Je pense parce qu'on a une passion commune, et donc du coup, ça a facilité, je pense, à mon avis, beaucoup de choses, dans le sens en étant associé, dans le sens où on est associé, on a des responsabilités, et si l'un d'entre nous ne fait pas ses tâches, eh bien, ça va se répercuter sur les autres. On le voit encore par des mails non répondus, une forme de communication un peu anarchique, entre guillemets, où on ne va pas être vraiment au travail, même en étant à la maison ou en vacances ou en congé pater. On va pouvoir laisser notre travail en suspens comme ça, et les collègues vont pouvoir gérer après par la suite, comme nous. Là, on est en période de vacances, eh ben, je vais me retrouver avec Thomas. On sera les 2 salariés associés à gérer la semaine de travail, sauf qu'il y a des mails à répondre, des inscriptions à faire par téléphone, et là on se retrouve face à ce genre de difficultés où effectivement on peut être amené à être agacé très rapidement parce que le travail n'a pas été fait en amont, correctement entre guillemets, ou en partie. Et là, ça, c'est des problématiques qui peuvent être un petit peu agaçantes, mais qui restent très bien gérables et bénignes, quoi, en fait, comme complication. Et justement, du coup, comment est-ce que vous gérez les conflits d'intérêts ou les tensions qui peuvent se produire entre l'équipe? Alors, on a des réunions où on décide de parler. Voilà, réunion communication d'équipe. Réunion d'équipe, c'est pas seulement une réunion où on va prendre des décisions, savoir quels travaux on fait sur la fermeture des 15 jours au mois d'août. Ça va être aussi de savoir écouter l'autre, et donc du coup de donner la parole à chacun d'entre nous sur nos sentiments, nos ressentis. Et on va appeler cette réunion d'équipe de parole. Ok. Tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres moyens de communication interne sur des sujets comme ça, ou est-ce que vous fonctionnez vraiment sur on fait ces fameuses réunions de parole, réunions d'équipe de parole, ou est-ce que après parfois vous allez avoir d'autres moyens de communication interne? Alors on a d'autres moyens de communication interne qui sont les mails, qui sont beaucoup Messenger. On a 2 groupes associés où on va communiquer et transmettre des informations qui sont importantes pour l'entreprise, et un autre groupe qui ne sera pas important, donc communication non importante, block and roll, et là on va pouvoir dire des bêtises, voilà, envoyer des photos parce qu'on est en vacances, on a vu un truc qui nous plaît, et en même temps parler travail, mais sans que ça soit vraiment des choses qui soient importantes.
et la réunion, le système de communication lambda, quoi. Moi j'ai une question sur du coup quels sont les aspects clés pour maîtriser, pour assurer une rentabilité justement de la salle, notamment la communication peut-être. Oui. La communication, l'impression, le leitmotiv qui va tous nous rassembler, nous unifier, ça va être ce côté convivial qu'il y a dans une salle comme la nôtre, qui a toujours existé, entre guillemets. On parle d'âme. Souvent j'ai entendu ça, ici il y a une âme, parce qu'il faut savoir que cette salle aurait dû être fermée, définitivement. Et du fait de rencontrer des personnes qui ont fait en sorte qu'elles se maintiennent à flot et qu'elles restent ouvertes, effectivement, il y a ce qu'on ne retrouve plus maintenant dans le monde de l'escalade, c'est cet esprit grimpe, esprit milieu naturel, entre guillemets, sport de pleine nature, comme j'ai tendance à l'appeler, d'où je viens, d'où j'ai grandi, de par mon expérience professionnelle et mes certifications professionnelles, qu'on va retrouver ici et qu'on va partager avec notre clientèle. La plupart de nos clients recherchent ça aujourd'hui. On en a conscience, on le voit, on l'entend, et c'est ce qu'on essaye de promouvoir. C'est ce qu'on essaye de développer de plus en plus, notamment sur la petite restauration, sur les petites soirées qu'on peut mettre en place, les événements qu'on met en place, qu'on arrive déjà à gérer un peu aussi entre nous et avec les clients aussi, parce qu'on écoute ce que les clients demandent, et donc du coup on s'adapte aussi à notre clientèle, à leurs demandes. C'est ça. Et pour vous faire connaître, du coup, c'est quoi qui fonctionne le mieux exactement? C'est le bouche à oreille, c'est peut-être les réseaux? Le bouche à oreille marche énormément. Le les réseaux, le commerce, l'affichage, la communication, tout le système communication qu'on met en place, que ce soit les réseaux sociaux, l'affichage ou alors le bouche à oreille. Je pense que le bouche à oreille a un impact beaucoup plus important pour nous, petite structure, un petit peu autonome, distante de Toulouse, de toutes ces grosses sphères. Ça parle beaucoup plus aux gens. Le fait qu'il y ait des vacances scolaires, comme là, il y a du monde, les enfants viennent en MJC de la mairie de Toulouse ou de l'Union ou de Saint-Jory, et ça parle. Et effectivement, ça parle. Et la relation, ce qu'on y amène, nous, en tant que salariés associés, ce côté partage fun, convivial, ça fait parler. Et effectivement, la communication, le bouche à oreille est hyper représenté. Et alors, au niveau de la satisfaction et de l'insatisfaction de votre métier, c'est quoi du coup les aspects de votre métier qui vous apportent le plus de satisfaction, et à l'inverse, ceux qui vous apportent le plus d'insatisfaction et qui vous dérangent le plus? La satisfaction qu'on peut retrouver ou trouver au travail ici, c'est quand on voit un secteur tomber, qu'on tombe en secteur, on a ce sentiment de fatigue des fois parce qu'on fait des heures, on travaille, on se couche tard, on se lève tôt, et ensuite quand on a fini d'ouvrir ce fameux secteur qu'on a tombé, donc démonter des prises, c'est harassant comme travail, hein, il faut les transporter, les laver les unes après les autres, les karchériser, les passer au karcher, tout ça. Et là, quand on va être devant notre stock de prises, on va se dire waouh, alors là j'ai de quoi faire ça, ça, ça. Et là on a ce côté satisfaction d'activité. Ouais, dans l'activité, et la créativité est là, est présente et omniprésente. Que ce soit dans le relationnel client, on va être dans la plaisanterie, et là on va être dans une forme de créativité aussi. Mais on le ressent d'autant plus quand on va ouvrir un secteur, quand il sera tout neuf, quand il sera tout juste ouvert, et que nos clients grimpeurs vont venir essayer les blocs qu'on leur propose. Avec cette créativité qu'on aura mis en route pour eux, justement parce que un tel m'a dit l'autre jour, il n'y avait pas assez de mouvement gaucher, moi je suis gaucher, ben tiens, je pensais à un truc du coup, et quand on les voit passer dedans, on se dit, tiens, il a la banane, il est content, il vient nous voir en nous disant, oui, ton bloc, c'est quoi comme cotation? T'as voulu faire quoi? Tiens, tel move, c'est trop bien. Voilà, cette satisfaction-là, on l'a au quotidien, et il faut savoir que toute l'année, c'est jamais la même chose. Ça change, ça évolue, c'est un bonheur. C'est un bonheur de travailler comme ça, c'est un bonheur. Et du coup, sur les points les plus contraignants du métier, les points les plus contraignants, c'est quand on est fatigué et que on doit se retrouver à gérer des situations qu'on n'a pas envie de gérer. Je
dirais une bêtise comme ça, mais ça peut être la gestion d'un mail qui n'a pas été traité jusqu'au bout. Ça peut nous tomber dessus juste en décrochant le téléphone, par exemple, en disant, ben voilà, monsieur, je suis désolé, mais au sein de l'équipe, je prends toutes mes responsabilités et je vous demande pardon parce qu'on n'a pas enregistré votre demande d'inscription pour un anniversaire, par exemple, comme ça a pu m'arriver hier. Des petites choses comme ça qui vont me faire un petit peu les goupiller, entre guillemets, en me disant ah, il n'a pas fait son boulot, ah, quand même, il aurait pu nous prévenir. Ou alors des groupes qui apparaissent comme ça, qui ne sont pas sur le planning et qui viennent avec un moyen de paiement qu'on n'accepte pas. Comme ça s'est présenté la semaine dernière. Et voilà, donc il faut gérer derrière, envoyer des mails, avoir les responsables, la mairie, pour savoir comment on va être rémunéré, parce qu'on a quand même ouvert nos portes, nos locaux à ce groupe, et ils ont profité de l'activité, mais ils ne nous ont pas payé parce que voilà, c'était pas géré en amont. Et comment vous vous adaptez du coup sur ces contraintes-là? Et bien sur ces contraintes-là, justement, notre moyen de communication, ça va être le groupe Block and Roll associé. Et donc, communication importante. Et là, on va dire, voilà, il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as créé un compte. On essaye d'ouvrir le compte que tu as créé. Je sais pas, moi, le page pro, par exemple, où là, on va être directement avec l'État. Et le mode de rémunération, on va devoir passer par informatique pour pouvoir l'enclencher. Sauf que ça ne va pas marcher. Donc, du coup, on va redevoir appeler l'association par téléphone et par mail, communiquer avec eux comme ça, leur fournir des fois un autre devis, donc encore une charge de travail qu'il faut rajouter à la nôtre, et voilà. Et donc du coup, ça c'est un travail obligatoire, obligé, qu'il faut qu'on mène au quotidien, et voilà, qu'on solutionne du fait qu'on soit associé. Voilà. Au niveau de votre insertion professionnelle et les conseils que vous pourrez donner à nous étudiants qui allons rentrer prochainement peut-être sur le marché du travail, est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers pas sur le marché du travail et de votre insertion sur ce marché? Oui, mes premiers pas sur le marché du travail. Mes premiers pas au niveau de l'insertion du travail, écoutez, j'ai commencé jeune à travailler. J'ai eu de super chouettes patrons qui m'ont appris à être derrière un comptoir, à recevoir des clients, chose que je fais aujourd'hui. Mais il faut savoir que je n'ai pas été que derrière un comptoir. J'ai fait des petits métiers, j'ai été serveur, j'ai été dans le BTP je pense que les rencontres, le partage, l'écoute, le relationnel qu'on peut avoir avec les différentes personnes qu'on rencontre tout au long de notre parcours professionnel et parcours humain, entre guillemets, sont formateurs pour nous. Et aujourd'hui, on va entendre, il n'y a pas de sous-métier. C'est une réalité. Je pense que tout est formateur. Tout peut être formateur. Un voyage, ça peut être très formateur. Moi qui ai beaucoup bougé, j'ai grandi en région parisienne, je suis né en Martinique, j'ai fait un peu le monde, c'est formateur. Et les rencontres, les différents échanges que j'ai pu avoir avec mes associés aujourd'hui, ils ont un parcours différent du mien et leur expérience m'apporte, alors que je suis l'un des plus âgés. Quelles compétences et qualités vous pensez indispensables pour être à votre poste? Et si demain vous avez un jeune étudiant de management du sport qui sort de management du sport, qui est diplômé et qui vient vers vous pour travailler dans votre structure, qu'est-ce que vous attendez comme compétences et qualités? Je dirais la patience. Est-ce que c'est une compétence? Je pense que la patience peut être une compétence dans nos métiers du sport, où on sera amené à rencontrer différents types de publics. Il faut savoir qu'on évolue aussi à ce niveau-là. On est obligé de s'adapter. La remise en question est hyper importante parce qu'on ne fait pas tout bien, tout le temps. Et l'empathie. Une forme d'empathie aussi, ça peut être aussi professionnel que un sourire, une forme d'accueil. Voilà. Et pour terminer, quels conseils, en plus de ça, qui est des conseils, des compétences que vous avez données, quels conseils vous donneriez à un étudiant qui veut rentrer sur le marché privé du sport, pas spécialement que dans le marché de l'escalade, mais sur un marché privé du sport? Quel conseil pour qu'il puisse y arriver? Pour qu'il puisse bien s'insérer, on va dire. Être conscient de ses capacités, de ses compétences,
et être toujours dans une démarche d'évolution, dans le bon sens du terme. Vraiment rechercher ce qu'on fait de bien, savoir où on en est, et vraiment rechercher aussi dans le même sens ce qu'on fait de mal pour cette fameuse remise en question, et rechercher une autre façon d'avancer, de remédier aux problèmes qu'on peut rencontrer et de s'adapter. Je pense que c'est une des premières choses ou conseils que je pourrais donner. Bon pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir.